Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans le 187e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 4 novembre, il est exactement 18h et après avoir évoqué le Vendée Globe avec des skippers et des partenaires, nous allons en parler cette semaine sous le prisme des designers, avec 3 d'entre eux qui ont participé à la conception d'IMOCA au départ de la 10e édition, dont le départ sera donné dimanche prochain à 13h02. Le premier a dessiné avec le cabinet Finoconque Vulnérable de Thomas Ruyant et Paprec Arkea de Johan Richomme. Il s'agit d'Antoine Coche. Salut Antoine. Salut Axel. Le second a travaillé au sein du cabinet VPLP Design à la conception de Malesia Sea Explorer de Boris Herman. C'est Antoine Loriot-Prévost. Salut Antoine. Salut Axel. Quant au troisième, Sam Manuard, il a travaillé sur ce Vendée Globe sur 2 bateaux neufs, un construit dans les moules de l'Occitane, à savoir Initiative Cœur de Sam Davis. L'autre est Charal 2 pour Jérémy Bayou. Salut Sam. Bonjour à tous. Messieurs, avant de vous donner la parole et d'échanger sur tous ces dessins que vous avez lancés pour cette édition du Vendée Globe, je vais faire justement un rapide tour d'horizon des 13 bateaux neufs sur les 40 au départ de cette 10e édition du Vendée Globe. Sur ces 13 bateaux, Guillaume Verdier en a signé 6 dans l'ordre de leur mise à l'eau. Groupe Dubreuil de Sébastien Simon, qui est l'ex-Evensaur Racing, VNB Montbana Mayenne de Maxime Sorel et Maître Coq 5 de Yannick Bestaven, respectivement construits dans les moules de l'ex-Apivia et de Groupe Dubreuil, Holcim PRB de Nicolas Lunven, Biotherme de Paul Meillat construit dans les moules de l'ancien Linked Out et Massif Santé Prévoyance de Charlie Dalin. Sam, comme je l'ai dit, a dessiné Initiative Cœur de Sam Davis, mais également Charal 2 de Jérémy Bayou, Antoine Coche Vulnérable et Paprec Arkea, tandis que David Raison a conçu 2 sister ships à dérive comme un seul homme d'Éric Bellion et Tout commence en Finistère Armor Luxe de Jean Le Cam, le dernier étant Malesia Sea Explorer dessiné par VPLP Design. Voilà pour ce rapide tour d'horizon des 13 bateaux neufs. On évoquera aussi les bateaux de génération précédente. Vous avez pour certains participé au refit de certains de ces bateaux. Avant de rentrer dans le détail, messieurs, comment se sentent les designers que vous êtes à quelques jours du départ du Vendée Globe, qui est quelque part un peu le juge de paix du travail que vous avez fait en amont? Qui se lance? On va commencer avec Sam Manuard. Oula, bah écoute, moi en ce qui me concerne, pour l'instant je me sens bien. Il n'y a pas de stress. Bon, visiblement la météo pour partir elle a l'air plutôt pas mal. Bon, on commencera peut-être angoisser un petit peu dans les mers du Sud, mais là pour l'instant, bon, les bateaux sont bien préparés, les skippers ont l'air prêts. Tout va bien pour l'instant. Antoine Laurier-Prévost, j'ai l'impression que tout le monde est un peu justement rassuré par une météo qui s'annonce plutôt clémente au départ dimanche. Ouais, c'est sûr qu'on préfère qu'ils partent dans ces conditions-là que dans une prune qu'on peut avoir dans cette période, mais on sait qu'ils en prendront de toute façon. Et plutôt impatient de les voir partir. Je pense que toutes les équipes ont bien travaillé là, toutes les 2 saisons passées pour préparer, optimiser, fiabiliser les bateaux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à partir. Pour l'instant, pas fébrile encore, mais ça peut venir. Antoine Coche, toi, c'était début en tant que designer sur ce Vendée Globe avec donc Vulnérable de Thomas Ruyant et Paprec Arkea de Johan. Est-ce que est un peu anxieux à l'idée de voir ce que vont donner tes 2 poulains sur cette édition du Vendée Globe? Bah oui, tout à fait anxieux. Non, ouais,
comme disait Antoine, impatient de les voir partir. Je pense qu'il est temps qu'ils y aillent là. Tout le monde a bien bossé et bien préparé. Il est temps d'y aller. Par contre, je fais cet apprentissage, comme tu dis, d'être de l'autre côté de la barrière. D'habitude, j'ai plutôt eu l'occasion, alors pas sur le Vendée, mais enfin d'être à bord. Et c'est très nouveau pour moi d'être à terre quand les bateaux sont en mer. Et du coup, bah voilà, t'es pas en position d'agir, t'es simplement en position de t'inquiéter. Et je trouve que c'est vraiment pas facile parce que en ayant ce passé de marin, t'imagines bien ce qui se passe à bord, ce qu'ils vivent, les problèmes qu'ils ont, et ouais, t'es assez inquiet de ça. J'en parle souvent avec Guillaume Verdier. On a fait beaucoup de projets en commun, et Guillaume, c'est pareil, il est vraiment très très inquiet quand ses bateaux sont en mer. Et donc ouais, c'est un exercice pas facile. Tu te sens un peu impuissant. Ouais. Sam, tu as aussi un profil d'architecte navigateur, hein. Tu navigues aussi pas mal, tu fais des courses, tu as navigué notamment pas mal en classe 40, en IMOCA aussi. Est-ce que juste comme le disait Antoine à l'instant, quand on est aussi navigateur, on se sent un petit peu impuissant quand on voit les autres partir. On aimerait presque y être à leur place. Bah ouais, c'est vrai que c'est un bon point. C'est pas facile de suivre une course depuis la Terre. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai que d'être dans l'action, finalement, on est dans la compétition, dans l'adrénaline. C'est plus facile. Je trouve qu'à terre, parfois, c'est plus dur à vivre. Effectivement, c'est un bon point. Mais néanmoins, bah, je m'inquiète pas pour autant parce que bah, de toute façon, s'inquiéter ou pas, ça changera rien. Donc, bah, s'il y a des problèmes, des soucis, eh ben, on essaiera de les gérer. Et puis voilà, non, sinon, bah, on va essayer de pas être anxieux parce que ça va durer quand même longtemps le truc. Donc, on va pas se mettre la rate au courbouillon dès le départ. Exactement. Antoine Loriot-Prévost, toi, tu navigues aussi, hein, tu as fait du Figaro, tu as aussi, et vous avez au sein du cabinet VPLP Design souhaité naviguer un peu davantage sur ce cycle-là, notamment sur les IMOCA pour vous rendre peut-être un peu mieux compte de comment vivaient les marins en mer. Est-ce que ça vous a apporté beaucoup pour dessiner notamment Malitia Sea Explorer sur cette campagne. Bah oui, c'est sûr que bon, je suis pas du tout au niveau de Sam et Antoine, hein, qui ont fait de la course au large en compétition. Moi, en IMOCA notamment, j'ai fait principalement des convoyages, mais c'était déjà hyper riche parce que c'est des convoyages au long cours, hein. Juste avant Malaysia, j'ai ramené Hugo Boss 7 qui a malheureusement abandonné au Vendée précédent à Cap Town. Et 27 jours de mer au large, ça permet de se rendre compte de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur les entraînements en baie ou en rade de l'Orient. Et c'est évident que au retour de ce périple, j'avais une vision un peu différente du comportement de ces bateaux au large, et ça nous a vraiment permis de guider un peu l'approche pour le bateau de Boris, qui lui aussi avait son input fort. Donc on a pu confronter un peu les, euh, les idées et ce qu'on pouvait faire pour améliorer les points qu'on avait identifiés. Et c'était extrêmement riche. On va justement rentrer dans le détail des choix respectifs que vous avez fait pour les bateaux sur lesquels vous avez travaillé. Avant cela, Antoine Coche, toi, tu le disais, hein, tu étais sur la dernière campagne, tu étais au sein de l'équipe de Thomas Ruyant, tu étais aussi navigateur, tu as fait la Transat Jacques Vabre avec Thomas. Comment tu es finalement passé d'ingénieur dans l'équipe de Thomas à designer à part entière, et comment tu as fait le choix de t'associer au cabinet Finoconc? Alors, il y a beaucoup de questions en une. Et en plus, je vais commencer par pas y répondre et faire une petite digression, parce qu'en fait, les gens ont peut-être l'impression qu'on est concurrents, etc. Mais en fait, avec Antoine et Sam, on a beaucoup navigué ensemble. Avec Antoine, C'est on a vrai. fait le Tour de France à la voile sur le bateau Safran, qu'on a gagné en amateur en 2010-2011 avec le projet qui était monté par Julien Villon et Quentin Ponroy, et à bord duquel il y avait Corentin Auro à la barre. Et donc tout cet équipage-là est resté très soudé depuis. C'est vrai.
Et puis Sam, on a beaucoup navigué en Norma. C'était un équipier fidèle à bord du trimaran Sopra. Et du coup, on a beaucoup navigué à l'époque. On avait même eu l'espoir de faire une transat Jacques Vabre ensemble. Ça s'était pas fait finalement, mais on s'était bien entraîné pour tout. Donc, beaucoup de navigation ensemble avec Sam aussi. Effectivement, on rappelle que tu étais skipper du trimaran Orma Sopra. Voilà, ça commence à être un peu ancien, mais et le passage de navigant à ingénieur bureau d'études, puis navigant, puis architecte, ça c'est effectivement il y a eu pas mal d'allers-retours en fait. À l'origine, c'est chez Gitana que j'étais rentré comme navigant et puis sorti en tant que responsable du bureau d'études, notamment pendant la phase de conception de Gitana 17. Et après, quand j'ai quitté Gitana et que j'ai commencé à travailler avec Thomas Ruyant, c'était plutôt un peu l'inverse. J'ai commencé en tant que navigant dans l'équipe de Thomas pour qu'on euh, fasse ensemble la Transat Jacques Vabre 2019. Et le bateau qui était issu du monotype conçu par Guillaume Verdier pour la Volvo Ocean Race à l'époque était déjà bien avancé en conception, donc il y avait pas grand chose à faire en conception. Donc j'avais juste travaillé un peu sur le plan de voilure du bateau, et puis par la suite j'ai participé au développement des appendices, mais en tout cas le début de la collaboration avec Thomas, il a été en tant que navigant. Et c'est au fur et à mesure du développement de ce bateau-là, il s'appelait Linked Out sur le dernier Vendée Globe, que j'ai rechangé de casquette pour devenir plus designer au fur et à mesure du fait que le projet de Thomas grandisse. D'accord. Et donc c'est Thomas qui après a souhaité justement t'impliquer à part entière dans le design de ce nouveau bateau? Voilà, quand on a fait le débrief du Vendée 2020 et qu'on a souhaité faire un bateau vraiment à la main de Thomas, représentant la personnalité de Thomas et intégrant tous ces retours du Vendée précédent, comme on se connaissait bien sur l'eau, qu'on avait construit un langage commun, une expérience commune, et c'était assez facile de partager nos idées ensemble pour dessiner les contours de ce nouveau bateau. Et pourquoi avoir du coup choisi de t'associer au cabinet Finocon? Tu ne te Est-ce que c'est parce que tu ne te sentais pas de le faire tout seul ou tu avais ou en raison d'un historique? Alors non, il y a un clin d'œil historique bien plus simple que ça. Alors sûrement une partie de ce que tu dis, mais en fait j'avais fait mon stage de fin d'études. Je fais l'Université de technologie de Compiègne et j'ai fait mon stage de fin d'études avant de faire le master d'architecture navale de Southampton au sein du groupe Finot. Donc pendant le Vendée Globe 2000-2001, je travaillais avec le groupe Finot et j'avais notamment à l'époque tissé une très bonne relation avec Pascal Conque. D'accord, ouais. Et à l'époque, Guillaume travaillait chez Finot Conque. Donc j'avais aussi tissé une très bonne relation avec Guillaume, mais voilà, était resté avec Pascal une bonne entente. Et donc la possibilité de bénéficier de l'expérience de Pascal et de sa capacité de synthèse me semblait très rassurante dans le cadre d'un premier projet global d'architecture navale. D'accord. Sam, toi, tu as commencé dans la classe IMOCA, en tout cas en tant qu'architecte, en dessinant le remarqué l'Occitane d'Armel Tripon sur le dernier Vendée Globe, le Vendée Globe 2020. Tu as été ensuite le premier architecte, je crois, missionné par un team pour travailler sur un nouveau dessin, donc en l'occurrence Charal 2 pour le Charal Selim Team. Est-ce que finalement les performances de l'Occitane qui différaient un petit peu de ce qui se faisait sur la génération précédente, t'ont valu beaucoup de marques d'intérêt? Ouais, tout à fait. Le bateau avait été très bien accueilli par tout le monde. Et puis, donc, ce qui a permis aussi de faire par la suite le bateau avec Jérémy Bayou, un nouveau bateau avec Jérémy Bayou, puis celui de Sam Davis, puis celui de Phil Sharp. Donc, ça a généré un bel élan, Ouais. ouais. Et en quoi il différait? Est-ce que tu peux, si tu devais vulgariser, en quoi dessin il différait de ce qu'on voyait jusqu'ici sur la classe IMOCA? Bon, je dirais que c'était un des premiers bateaux un peu étroits et puis spatulé à l'avant, quoi. Bon, pour aller
dans les grands traits, quoi. Ouais. Ce qui est devenu depuis un peu plus commun? Bah, ce qui ouais, alors il y a plein de nuances et tout ça, mais ouais, j'ai l'impression que qu'on voit des bateaux, un petit peu plus étroits, on voit, des bateaux un peu spatulés, de différentes manières, mais ouais, ouais, ouais. Antoine Loriot-Prévost, vous, chez VPLP, vous avez aussi commencé à travailler assez tôt sur Malitia Sea Explorer de Boris Herman. Comment se sont passées les premières approches avec Boris et qu'est-ce qu'il attendait de vous quand il vous a contacté? Bah, oui, il rentrait de son Vendée Globe 2020, bah, du coup, hyper, content, un petit peu frustré de cette fin de course, mais, en tout cas, satisfait de sa course et la globalité. Mais, un peu traumatisé par le comportement de ces bateaux, dans le sud notamment. Il avait vraiment, été marqué, a priori, par cette, phase de la course et du coup, il avait un cahier des charges, qui était, heu, qui était très clair, sur l'attitude qu'il voulait de son bateau et la sécurité qu'il voulait apporter à l'ensemble des composants du bateau, quoi. Notamment, sur le franc-bord, sur la forme de carène, il était assez tranché sur pas mal de choix et ce qui explique aujourd'hui, que le bateau, enfin, on le remarque, il est, très différent des autres et il a fallu de temps en temps le tempérer, Ouais. Dans quel sens? bah, typiquement sur ces histoires de sécurité, d'auteur de franc-bord, après, on va pas rentrer dans les détails, mais de tension de ligne de quille, etc. Il y avait, voilà, il était extrêmement tranché sur certains points et ben, nous, en tant que designer, on est aussi là pour peser le pour et le contre et positionner le curseur là où on pense être le mieux. Ouais, bien Donc sûr. ça a été ouais, pas mal d'échanges entre son équipe et nous au début pour essayer de déjà établir le cahier des charges précis du bateau avant de commencer à dessiner quoi que ce soit. On a eu une édition, on va continuer avec toi Antoine, mais on a eu des éditions du Vendée Globe 2020 qui finalement, au cours de laquelle les différences entre les foilers de génération donc 2020 et les bateaux et dérives n'ont pas été flagrantes. On a largement évoqué les raisons, notamment une météo assez particulière. Mais est-ce que vous avez, je pense, à peu près tous tiré les mêmes conclusions de ce Vendée Globe? Est-ce que tu nous les résumerais parce que je vais pas vous demander chacun de me dire la même chose, mais est-ce que tu pourrais résumer un peu les conclusions que vous avez tirées, en tout cas pour les foilers de ce Vendée Globe 2020? Bah, je pense que les conclusions la plus simple à tirer, c'était que personne n'a réussi à tirer le plein potentiel de ces foilers. On était tous bien conscients que les bateaux, ils avaient un potentiel énorme sur le papier par rapport aux bateaux à dérive ou même à petit foil. Et finalement, on s'est rendu compte que pour plein de raisons, que ce soit matériel ou des conditions météo, on n'a pas du tout vu les bateaux naviguer à leur potentiel. Et je pense que c'est un des premiers trucs qu'on a essayé de faire, tous les designers autour de la table, c'est de faire en sorte que les marins puissent pousser les machines un peu plus dans les conditions dures qu'ils rencontrent dans le sud. Peut-être que Sam et Antoine auront d'autres conclusions, mais Sam ou Antoine, est-ce qu'il y en a un qui veut rajouter quelque chose? Sam. Ouais, bah effectivement, c'est vrai que la grande difficulté du Vendée Globe, c'est de réussir à performer sur la durée. Et bah, il y a tout un tas de choses qui font que cet exercice est très difficile. Bien sûr, il y a les conditions météo, il y a le fait que bah, dans le Grand Sud, c'est pas les mêmes vents que ce qu'on peut observer sur des latitudes un peu plus clémentes, sous les tropiques ou même par chez nous. Donc je me rappelle que le dernier Vendée Globe, il y avait des variations de vent qui étaient très brutales. Donc en gros, il y avait un vent moyen de l'ordre de 18 nœuds, un truc comme ça, ce qui était pas énorme. Mais par contre, ça montait très régulièrement à 35, quoi. Et donc bah, les bateaux étaient quand même souvent sous-toilés. Plus il y a quand même l'impact psychologique du fait d'être dans des mers un peu dures, d'être un peu loin de tout le monde. Et que on est que au milieu de la course et qu'il faut encore durer, il faut atteindre le Cap Horn pour atteindre cette petite délivrance mentale.
Et tout ça fait que c'est super dur de naviguer au potentiel du Ouais. bateau. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce constat qui est finalement qui est assez commun à tous les architectes, on a abouti à des carènes assez différentes, entre des carènes assez tendues comme celle de Guillaume Verdier, plus roquées comme celle de VPLP ou la tienne, Sam. Justement, est-ce que vous pouvez nous raconter comment, à partir de ce constat, vous avez travaillé? On va continuer avec toi, Sam. Et quelle conclusion tu en as tiré, toi, au niveau du dessin du nouveau bateau que tu as conçu, en l'occurrence Charal 2? Ouais. En fait, sur Chiral 2, on a cherché à optimiser ce qu'on avait développé sur l'Occitane, sur notre premier bateau. Donc à optimiser le franchissement des vagues, notamment au portant, qui s'avère être un des points clés de la performance du Vendée Globe. Le Vendée Globe a un contenu de portant dans du vent assez soutenu qui est très fort. Du coup, la performance au portant et donc la capacité à franchir les vagues, à rattraper les vagues, etc., est très importante. Donc on a travaillé sur les équilibres de masse et puis sur le tracé de la forme de la carène proprement dite, à obtenir un bateau qui puisse bien fonctionner dans ces Est-ce que régimes-là. c'était une sorte de V2 du premier dessin que tu avais fait de l'Occitane, ou ça allait dans le même sens? Oui, c'était une optimisation des concepts Ouais. précédents, ouais, tout à fait. Antoine Coche, toi, tu as donc dessiné un plan, deux plans, du moins c'est les mêmes, construits dans les mêmes moules, mais vulnérables et Paprec Arkea. Quel a été, à partir du constat fait sur le précédent Vendée Globe, vos choix architecturaux? Euh, Effectivement, ils ont déjà été évoqués par Sam et Antoine, donc de travailler sur le passage dans la mer au portant. Sur un tour du monde, il y a tout de même une très forte représentation des allures de portant. Donc c'était aussi un peu osé de faire un bateau typé pour un tour du monde. Dans notre cahier des charges, on s'attendait à ce que le bateau soit potentiellement moins bien que Linked Out sur des transats. On était prêt à aller jusque-là, à partir du moment où le bateau progressait au portant, dans la mer formée, sur le sud, qui a un impact au niveau performance, mais comme disait Sam, ça a aussi un impact au niveau psychologique important. Hein, je pense que l'ensemble des coureurs sont rentrés vraiment assez marqués du passage dans le sud la dernière fois. Euh, Ça a aussi un impact énorme sur le vieillissement du matériel, parce que toutes ces décélérations en bas de vague, elles fatiguent énormément le bateau, les aériens, la tête de mât, les bastacs. On a des charges dans les bastacs qui vont du simple au double, entre la charge nominale et la charge quand le bateau plante dans une vague au portant. Et puis j'ajouterais le fait d'avoir un bateau un peu multimode au portant, c'est-à-dire qu'il suffit pas de bien passer dans les vagues. Comme disait Sam, souvent dans le sud, on s'aperçoit que tout le monde navigue très sous-toilé, parce qu'il fait froid, que les manœuvres sont dures, que y a beaucoup de mer et que le vent est très instable. Donc, pareil, comme il passe de 20 à 35 nœuds, donc c'est très dur de trouver la bonne config de toile. Donc, le fait d'avoir un bateau plus étroit à la flottaison avec moins de surface mouillée, finalement, on a imaginé que ça nous permettait de naviguer un peu plus en finesse avec moins de traînée, donc moins de puissance mais moins de traînée, et du coup de supporter le fait d'avoir peu de toile au portant, et du coup d'offrir la possibilité d'un bateau un peu moins exigeant quand on est sous-toilé. Alors, moi, je suis pas aussi spécialiste que vous, et les gens qui nous écoutent sans doute pas non plus. Si tu devais comparer la carène de Vulnérable au Paprec Arkea à celle du bateau de Sam, ou à celle de Charal 2 plutôt, et à celle de Malizia Sea Explorer, quels seraient tes commentaires? Nous, le nom de code de la carène, c'était Motorboat. Donc au final, c'est un petit peu cette famille-là, c'est-à-dire que c'est une carène qui est plus en V, voilà, de manière à avoir une variation des sections très progressive quand le bateau passe à travers les vagues. Et quand il a son assiette normale,
la largeur à la flottaison est assez faible, donc la surface mouillée est faible. Donc ouais, c'est bien plus arrondi que ça ne l'est en vrai sur un bateau à moteur, mais c'est un peu inspiré de ces carènes avec des sections un peu en V et puis des variations de volume d'étrave très, très progressives. Ouais. Antoine Loriot-Prévost, justement, vous avez aussi un bateau assez, du moins pas typé, mais assez différent au niveau de la carène des autres, peut-être un peu plus roqué. Je sais pas, c'est toi qui va me décrire un peu. Comment tu décrirais cette carène? Ah si, je pense que tu as tout à fait raison en disant que le bateau, il est assez typé. Il est très typé pour tout ce dont on vient de parler, là, les conditions notamment de portant lourd. Et qu'est-ce qui caractérise cette carène pour ce typage? C'est bah, le rocker, je pense que c'est une des premières choses qui saute un peu, aux yeux. Le rocker, c'est la courbure de la ligne de quille vue de profil. Et ça donne vraiment la capacité au bateau à avoir des modes de navigation assez cabrés, donc à, à avoir le nez assez haut au-dessus de l'eau, qui permet de retarder pas mal le moment où le brillon touche l'eau, et c'est vraiment là où le bateau ralentit fort, c'est sur ces carènes SCO. Effectivement, Antoine parlait de ces carènes fines, donc là le brillon, tu peux te permettre de le faire traverser des vagues, mais à partir du moment où tu as un SCO avec beaucoup de volume de vent, il faut vraiment retarder le moment où le brillon rentre dans l'eau au maximum. Et avoir ce rocker, ça permet du coup de naviguer cabré, comme je disais. Et, c'est une carène assez ronde, assez tolérante, qui permet d'être assez efficace à faible gîte, donc il y a assez peu de surface mouillée. Mais mine de rien, c'est quand même un bateau assez large. Donc il y a toujours cette réserve de stabilité intrinsèque de la carène qui fait que le bateau, bah, il va pas forcément se vautrer, il va avoir des modes de gîte qui marchent aussi, hein. C'est un bateau que vous aviez dessiné, parce que la priorité au départ de Boris Herrmann était de disputer The Ocean Race. Donc vous l'avez dessiné pour qu'il soit mis à l'eau en amont. Je crois que si je me souviens bien, il avait été mis à l'eau en juillet 2022. Depuis, il a fait donc ce tour du monde avec des performances justement assez notables dans les mers du Sud. Et quels sont les enseignements un peu que vous avez tirés de The Ocean Race? Est-ce que c'était vraiment très précieux d'aller faire cette course? Bah, je pense que pour l'équipage, c'était extrêmement précieux, et pour ce qui a été très précieux pour nous, c'était la possibilité de voir des images de drones qu'on a pu voir pendant la course, qui était un peu inédit. On n'avait vraiment jamais vu les bateaux naviguer dans des conditions comme ça de l'extérieur. Et donc ça a été extrêmement précieux de pouvoir un peu comparer ce que nous on s'était imaginé du comportement du bateau pendant toute la phase d'étude, et de voir comment il se comportait en vrai. Et donc ça, c'était assez inédit et très intéressant. Et ensuite, c'est vrai que le bateau, il était très typé, mais on a pu voir qu'en travaillant sur d'autres aspects du bateau, sur le plan de voilure, les appendices, la façon d'utiliser le bateau, ben, finalement, il arrive à être performant dans des secteurs qui n'étaient pas forcément en haut de la pile sur le cahier des charges, qui fait que sans être le bateau le plus rapide à toutes les allures, finalement, ça en fait quand même un bateau assez polyvalent qu'on a vu sur les deux transats cette année. Il a performé dans des deux transats qui ont eu des conditions vraiment très différentes. Ouais, je sais que Boris n'aimait pas trop qu'on dise ça, mais il était présumé un peu plus lourd que les autres, peut-être moins performant dans le petit temps et dans le prêt. On a l'impression que tout ça a été un petit peu gommé quand même depuis en un an et demi. Bah, c'est sûr que le bateau, il était mis à l'eau lourd, peut-être. Après ça, enfin, je ne veux pas parler au nom des autres designers, hein, mais on a eu assez peu de problèmes structurels, donc on a rajouté très peu de poids depuis la mise à l'eau du bateau. Euh, et donc voilà, je pense que tout ça, c'est un peu lissé, cette différence de masse qu'il y avait pu avoir au début, c'est certainement un peu lissé par rapport à l'année dernière, quand les autres nouveaux bateaux ont été mis à l'eau. Et, euh, et après ça, maintenant, sur ces bateaux, j'ai le sentiment que la masse est peut-être un petit peu moins un enjeu que ça a pu être précédemment avec les foils, de toute façon, qui délivrent suffisamment de RM pour être un petit peu moins critique sur la masse du bateau, position de CG, etc.
Sam, quand tu regardes, on a parlé des carènes, quand on va parler un peu des autres éléments du bateau, notamment les foils. Quand tu regardes aujourd'hui les foils de tous ces bateaux neufs, est-ce qu'il y a encore des grandes différences ou est-ce que petit à petit tout le monde, tous les architectes, tous les designers convergent? Bah, écoute, bah, il y a des éléments de convergence, d'autres qui sont pas encore complètement identiques. On voit qu'il y a des bateaux qui ont des géométries depuis un petit peu différentes. Il y a des bateaux qui ont des foils qui percent le pont, d'autres qui restent complètement à l'intérieur. Non, je pense qu'il y a encore pas mal de diversité quand même. Après, la nouvelle jauge, donc celle qui a été mise en place après le dernier Vendée Globe, restreint un petit peu l'espace de design pour les foils. Donc les foils sont, en gros, les dimensions du foil globalement sont bornées, la surface du foil aussi. Voilà, mais il reste encore plein de trucs à développer. Et je pense pas qu'on soit encore. Enfin, si ça reste encore un domaine d'évolution des bateaux, ouais, clairement. Et est-ce que Sheraldo, depuis sa mise à l'eau à l'été 2022, a pas mal évolué? Et si oui, dans quel sens? Comment vous l'avez fait évoluer ce bateau avec l'équipe de Jérémy Bayou? Ouais, le bateau a pas mal évolué sur les masses, sur les ballas, sur les foils, sur les safrans, sur les voiles, beaucoup d'essais de voiles, etc. Donc à peu près enfin, tous les éléments importants, tous les paramètres importants de la perf, on a travaillé dessus, ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire quelles sont un peu les conditions de prédilection de ce bateau, quelles sont les forces de ce Charaldo? Ouais, bien sûr. Donc c'est un bateau qui est très à l'aise, tout ce qui est pré-reaching haut. Un bateau qui est aussi très à l'aise dans le reaching bas et globalement qui va pas trop mal au portant, quoi. D'accord. Euh, Antoine, vous, donc les bateaux que tu as dessinés avec le cabinet Finoconc ont commencé à naviguer en 2023 avec des performances assez notables, hein. Thomas Ruyant a remporté la Jacques Vabre fin 2023. Dans la foulée, Johan Richaume a remporté Retour à la base, puis The Transat CIC cette année. Est-ce que tu as été surpris d'avoir de tels résultats aussi vite, alors que c'était quand même un pari? Euh, Surpris, je sais pas. On espère toujours ça quand on dessine un bateau. On a envie que ça se passe bien, surpris, non. Peut-être un peu surpris. C'est Thomas, il a gagné aussi la première course en début de saison, qui était la Guyadère Bermule Bermude Hill Race. Race, Et ouais, là, ouais. pour le coup, c'était 15 jours après la mise à l'eau, donc ça, on l'avait pas tellement vu venir. Et surtout, en fait, à la limite, nous, ce qu'on retient plus, c'est peut-être la journée des runs à Brest, puisque il y a un exercice sur la plupart des courses IMOCA. Il y a une journée d'avant où on fait des runs chronométrés sur 1 000. Et Thomas, je crois qu'il avait fait 36 nœuds 55 sur 500 mètres avec des pointes à 39, 39 et quelques. Voilà, et ça, c'était vraiment 15 jours après la mise à l'eau. Et, on était assez surpris pour le coup de ces vitesses-là. C'était dans 21 nœuds de vent, à 100 degrés du vent. Donc ça, c'était rapide. Les bateaux ont pas mal progressé en maniabilité, donc euh, à condition qu'ils soient barrables, maintenant, grâce à l'action du barreur sur la barre, on arrive à garder le bateau en vol. Alors, les IMOCA, ils n'ont pas de plan porteur à l'arrière, donc ils ne volent que sur le foil, et donc c'est pas évident à la barre de garder le bateau vraiment uniquement en vol sur son foil. Mais ça peut se faire, voilà, quand il y a un bon barreur. Donc Morgan, la Gravière, avait fait des étincelles à la barre, et ils avaient pu faire cette super perf. Après, on est content des résultats des bateaux en transat, d'autant qu'ils n'étaient pas vraiment spécifiquement dessinés pour les transats. Mais on sait aussi que, notamment sur la Jacques Vabre, malheureusement, Massif n'était pas là. Sur Charal, Jérémy et Franck avaient eu
un petit problème de Genac, je crois, donc ils avaient été un peu handicapés dans l'Alizé. Donc voilà, on est très conscient aussi que les autres avaient eu des petits soucis et que tout le monde n'était pas là, donc on est très modeste par rapport à ça. Mais faut se réjouir quand même quand la victoire est là. Tu parlais tout à l'heure de Guillaume Verdier qui lui a dessiné comme nouveau bateau sur ce cycle-là, Massif Santé et Prévoyance, vainqueur de la dernière course, la New York Vendée avec Charlie Dalin. Quel est ton regard sur ce bateau-là, Antoine, qui est une carène un peu plus tendue, donc peut-être un peu moins confortable à vivre dans les mers du Sud? Est-ce que je me trompe en disant ça? Bah alors ça, je sais pas. Il faudra que Charlie nous raconte dans quelques mois. Par contre, bah on reconnaît bien la philosophie de Guillaume, qui est d'essayer de faire des bateaux très polyvalents euh, et avec toujours une progression pas à pas par rapport à ce qu'il a appris des bateaux précédents. Donc, tout à l'heure, ça me disait que Charal était une V2 de l'Occitane. Là, on voit que Massif, c'est vraiment une V2 d'Apivia, en essayant de garder les points forts d'Apivia et puis de corriger les petits défauts. Après, ils ont, bah, je pense, contrairement à des bateaux comme Malaysia ou comme Vulnérable ou comme Paprec, euh, qui sont des bateaux qui assument le fait d'être assez typés et d'avoir des points forts et des points faibles. Massif est un bateau qui essaie d'être polyvalent et donc ben, peut-être que dans le passage dans la mer, au portant dans la brise, il souffrira un peu de cette polyvalence. Mais voilà, par ailleurs, il marche très bien au près, au reaching et dans les vents médiums. Vous l'avez bien dit, un des enjeux de cette nouvelle génération de bateaux, c'était le passage dans les vagues dans les mers du Sud, à la fois pour moins d'essais, pour garder des vitesses moyennes plus constantes, mais aussi pour la facilité entre guillemets de vie des marins à bord. Cette partie ergonomie, est-ce que c'est quelque chose sur laquelle vous avez tous les trois beaucoup réfléchi, ou est-ce que c'est plus les équipes qui vous ont mis des inputs, comme tu disais par exemple tout à l'heure, Antoine Loriot-Prévost? Est-ce que du côté de Malidia, il y a eu vraiment des demandes fortes en ce sens de la part de Boris Herman et son équipe? Ouais, Boris, il était assez séduit par l'approche qu'on avait mis en place sur Hugo Boss et je pouvais que lui donner raison après avoir passé 27 jours dessus. Pour moi, c'était une évidence que ce type de cockpit, c'était vraiment. Moi, j'avais pas encore fait l'autre variation, l'autre variante de cockpit. Bon, depuis, je l'ai fait et je continue à. Ça m'a conforté dans cette idée. Euh, non, c'est incroyablement confortable et on a beaucoup travaillé dessus, notamment eux, ils avaient un gros point du cahier des charges qui était l'Ocean Race. Donc on le voit, on l'a bien vu sur les vidéos, le cockpit est très spacieux, il y a de la hauteur sous barreau. Enfin vraiment, il y a eu un gros travail de fait sur le confort à bord. Et je pense que ça leur a beaucoup servi enfin cette grande étape là. Ils sont arrivés, ils avaient l'air plus frais que certains autres équipages en tout cas. Ouais, et ça, je crois que c'est un des rares bateaux où d'ailleurs les équipiers peuvent que tenir debout à l'intérieur du cockpit, c'est ça? C'est aussi ça, c'était une demande de Boris, ou c'est aussi une histoire de centrage des poids, du centre de gravité? Est-ce que tu peux nous expliquer? Non, c'était une demande de Boris de pouvoir se tenir à bord, avoir beaucoup de hauteur sous barreau. Après, la hauteur, elle vient aussi du fait de pouvoir d'avoir la nécessité de voir dehors quand même. Ouais, bien sûr. Donc on a été un peu obligé de mettre de la hauteur au-dessus du pont qui lui était déjà un peu haut. Donc l'empilement des côtes fait qu'on a beaucoup de hauteur sous barreau. Est-ce que c'est trop? Peut-être, mais en tout cas aujourd'hui, le fait est que c'est extrêmement confortable à vivre a priori. Ouais. Sam, est-ce que c'est un dossier sur lequel on sait que Jérémy est un dur au mal, il aime bien, il l'a dit plusieurs fois, et le concept du cockpit complètement fermé, ça le tentait qu'à moitié au début. Est-ce que vous avez, comment vous avez échangé avec lui? Est-ce qu'il avait des exigences fortes au niveau de l'ergonomie du cockpit? Ouais, bien sûr. Alors le Charal 2, c'est un bateau qui est vraiment pensé autour des courses en double et du Vendée Globe, donc du solo et du double. Donc par rapport au bateau qu'on vient de citer, la Malidia, tout est un petit peu plus petit. Les winches sont relativement proches les uns des autres. L'espace vital dans le cockpit est un peu plus menu, un peu plus réduit.
Mais néanmoins, le bateau, aujourd'hui, il est quasiment totalement fermé, en fait, hein, parce que au fur et à mesure des naves etc., on a rallongé la casquette, euh, là, le bateau, c'est quasiment tout fermé aussi. Mais il y a une supervision à 360 depuis le poste de pilotage, quoi. Ça c'est vachement sympa. Antoine Coche, est-ce que cet aspect ergonomie, il a aussi été bien travaillé? Est-ce que il y avait des demandes précises de la part de Johan Richomme d'un côté, Thomas Ruyant de l'autre? Je crois que les deux cockpits sont d'ailleurs assez différents. Ouais, ouais, évidemment, l'ergonomie est hyper importante. En amont de l'ergonomie, il y avait quand même une réflexion de fond sur les carènes, parce que l'ergonomie, finalement, c'est un peu, enfin, c'est le côté passif du Oui. confort à bord, mais le côté actif, c'est quand même pas mal déterminé par la carène. Donc, le fait d'avoir des sections un peu plus en V, un peu plus rondes, ça faisait quand même partie de nos critères de diminuer les accélérations verticales à bord et d'amortir un peu plus les mouvements pour essayer que ce soit un peu plus confortable. Parce que l'ergonomie et le confort, c'est quand même intrinsèquement lié. Et après, sur l'ergonomie, ouais, il y a eu deux approches vraiment différentes. Euh, Thomas, son retour après le précédent Vendée, c'était ah ben j'ai passé tout le Vendée assis dans la descente. Et du coup, on lui a dit bah bouge pas, on va t'amener les winches à portée de la descente, on va t'amener un hublot de vision frontale dans la descente et on va t'amener la colonne dans la descente et l'ordinateur et la cuisine dans la descente. C'est pour ça qu'on a fait une grande cloison de descente, une descente très très grande, une cloison très inclinée. Et Thomas, il est debout à travers cette cloison-là et il a tout à portée de main dans la descente. Donc il a pas à bouger, il peut rester vraiment dans la descente tout le temps et tout faire depuis cet endroit-là. Et par contre, il avait pas très envie d'un cockpit fermé, il voulait un cockpit ouvert vers l'arrière, avoir un peu de circulation d'air, etc. Encore en prise avec les éléments. Et pour Johan, là, c'est un peu partie d'une proposition qu'on a faite, et puis après, on a développé ça avec son équipe. Johan a construit lui-même la maquette hyper rapidement, hyper simplement et tout, qui a permis de, de, de bien visualiser les volumes. Et puis c'est un super moyen d'échange parce on est ensemble dans la maquette, on découpe des panneaux, on fait évoluer les volumes, donc on se représente bien les choses. Voilà, c'est surtout un moyen d'échanger qui est ludique. Et donc, avec une proposition un petit peu inspirée de ce que VPLP avait fait sur Hugo Boss, hein, d'avoir un cockpit qui est plus avancé. Par contre, avec un peu l'originalité d'avoir les descentes latérales et pas longitudinales, et donc d'avoir la zone banette sur les côtés du bateau, dans des coquerons qui sont relativement étroits. Mais par contre, c'est très sécurisant parce que du coup, quand tu dors dans la banette, tu es dans un endroit assez clos, assez petit, et t'as pas du tout l'inquiétude si le bateau part au tas de faire un vol plané de 5 mètres. Et donc c'est très rassurant pour dormir. C'est vraiment une banette hyper confortable. Justement, tu parlais de l'aspect un peu sécurité. Il y a eu des accidents hein, sur ce cycle, sur cette campagne avant le Vendée Globe, des marins qui ont fait des vols planés, qui ont eu des traumatismes, etc. Est-ce que la limite de ces bateaux, elle est beaucoup humaine? On va demander, je sais pas, à Sam. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez aussi beaucoup échangé avec Jérémy? Comment arriver à faire en sorte que les marins supportent des conditions de mer compliquées avec des chocs qui peuvent être très violents. Bah, c'est pas mal lié à. Je dirais que c'est plus une problématique de skipper, Ouais. c'est-à-dire de savoir s'équiper. Là, on voit de plus en plus de casques de rugby, etc. Euh, ouais, je pense qu'il faut être plus rigoureux là-dessus, c'est-à-dire s'équiper assez rapidement. Aussi garder des états de conscience suffisants pour pas somnoler dans le bateau, etc. On s'aperçoit que quand on dort vraiment mal, qu'on bouffe pas bien, etc., on perd un peu l'équilibre aussi. On est moins efficace, le cerveau raisonne moins bien, etc. Et c'est là aussi où on peut se faire mal. Donc, euh,
certes, on peut avoir une approche en amont pour essayer de limiter ce risque, en travaillant sur les carènes, en travaillant sur l'ergonomie, en travaillant sur tout un tas de choses, même sur l'électronique. Mais après, vraiment pour pas se blesser, le truc c'est dans les mains des gars quoi, qui sont à bord ou des filles. Voilà, je sais que bon ben taper quelque chose, taper une baleine ou quoi, il y a rien qui peut vraiment le prévoir ça, hein, donc ouais. Je pense que dès que les conditions durent, et on voit ça, il y a de plus en plus de gars qui mettent des casques dès qu'ils vont matos à l'intérieur, etc. Donc c'est une prise de conscience aussi. Antoine Loriot-Prévost, on a beaucoup parlé des conditions qu'ils vont avoir dans les mers du Sud, et le fait d'être le plus performant possible dans ces conditions. Avant cela, il y a quand même une grande descente de l'Atlantique sur laquelle il peut jouer beaucoup de choses, hein. L'idée étant d'arriver avant les autres dans le train de dépression du Grand Sud, dans ces conditions de l'Atlantique qui sont parfois avec pas mal de transitions, hein, comme les marins le vivent sur la route du Rhum, la Transat Jacques Vabre et autres. Est-ce qu'il y a des bateaux qui sont plus ou moins favorisés selon toi? Bah ouais, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Antoine l'a bien exprimé, notamment en parlant de Massif, qui est un bateau polyvalent, qui est vraiment. Enfin, on a le sentiment qu'il a été pensé pour ce tronçon du Vendée Globe, quoi. Lui, on a l'impression qu'il a misé sur le fait d'arriver premier en bas et de prendre le train d'avant. Et donc je pense que ce type de bateau, clairement, ils ont peut-être un petit avantage sur ce tronçon-là. Après, ça reste du solitaire, avec les transitions qui sont pas simples à gérer en solitaire. Il y a un poteau noir à passer. Donc tu peux avoir des bateaux enfin, qui sont très performants dans ces conditions, bah, voilà, qui à un moment tombent sous un nuage, tombent sous un trou. Il peut se passer mille choses qui fait qu'ils n'arrivent pas à attraper le train qu'ils avaient imaginé. Mais c'est sûr que voilà, chaque bateau est un peu typé différemment. Antoine Coche, tu disais tout à l'heure au début, en présentant un peu les qualités des bateaux vulnérables et pas prêts qu'Arkea, que au début, tu pensais qu'ils seraient peut-être moins performants dans les conditions d'une transat par rapport à un Linked Out, qui était le précédent bateau de Thomas Ruyant, qui est aux mains de Sam Goodchild aujourd'hui. Finalement, est-ce que dans les surprises dont on parlait tout à l'heure, est-ce que ils arrivent ces bateaux-là à concurrencer un Linked Out, du moins un vulnérable Sam Goodchild? Euh, oui, oui, ben écoute, les apprentissages de la saison dernière nous ont plutôt rassurés à ce niveau-là, hein, parce que les bateaux, ils ont quand même gagné 3 transats sur 4, même s'il y avait pas tout le monde. Donc on sait qu'ils ont quelques trous, mais sur un format transat, on est assez rassuré. Alors au final, on était prêt à abandonner le format transat. Là, c'est plutôt des formats azimut ou fastnet, où pour le coup, on pourrait être un peu pénalisé dans le vent médium sur mer plate. Après, une descente de l'Atlantique sur un Vendée Globe, c'est pas une transat, c'est quand même un exercice un peu particulier parce que, alors, même si on fait exprès là de ne pas parler des potentielles conditions météo au départ, donc on va pas parler du fait qu'il y ait du nord-est peut-être au départ, mais sur un départ de Vendée, si jamais c'est un flux d'ouest actif avec beaucoup de vent et beaucoup de mer et les bateaux chargés, les skippers pas marinés qui sont au sable depuis 3 semaines et qui n'ont pas navigué depuis un mois, en théorie, tous les bateaux neufs, ils sont capables d'aller à 16-17 nœuds au près face à la houle dans 35 nœuds de vent. Mais c'est pas ce qu'ils vont faire sur un Vendée. Parce qu'ils sont pas marinés, qu'ils ont pas envie de casser le bateau la première nuit de course. Donc les écarts que tu peux avoir au près finalement quand tout le monde va lever de pied s'il y a un ou deux passages de front la première semaine, l'expérience des précédents Vendée montre qu'il est très très réduit parce que personne attaque à ce moment-là. Et puis après tu te retrouves dans l'Alizé, donc là les conditions de portant sont prédominantes et tu as deux points de passage météo hyper importants dans la descente de l'Atlantique qui sont le poteau noir, mais du coup ta position dans le poteau noir elle est dépendante du fait que tu aies bien réussi à glisser dans l'Alizé. Et donc ça, c'est des conditions, si l'Alizé est pas trop mou, dans lesquelles je pense que des bateaux comme Malaysia ou comme Vulnérable et pas prêt peuvent être assez à l'aise.
Et le second point de passage qui est hyper critique, c'est de bien passer l'anticyclone de Sainte-Hélène une fois dans l'hémisphère sud, parce que ça conditionne la manière dont tu vas rentrer dans le train des dépressions dans l'hémisphère sud. Et là encore, des bateaux qui sont assez à l'aise au portant dans le vent médium, ben peut-être qu'ils vont réussir là à faire un petit trou qui leur permettrait d'accrocher un train de DEP avant les autres. Et là, c'est un petit rappel historique sur le Vendée il y a 4 ans. Thomas et Charlie, ils n'ont pas réussi à attraper Ouais, ce train de dépression-là à la sortie de Sainte-Hélène, mais mais ça c'est pas s'est loin, joué à ouais. une Ouais, dizaine d'heures près. Donc en fait, tout le monde a dit ah les foilers ils n'arrivent pas ouais, à ouais, créer bien l'écart sûr. et tout. En fait, à 10 heures près, Thomas et Charlie ils accrochaient un train de DEP là et 4 jours après ils avaient 500 000 d'avance et la course était un peu différente. Sam, on a eu un petit sujet mât aussi sur ce cycle de préparation du Vendée Globe, notamment sur le bateau de Louis Burton qui a dématé 2 fois, c'est donc l'ancien l'Occitane. Est-ce qu'il y a une inquiétude? Alors, je ne parle pas de toi en particulier, mais on sait que c'est des mâts des mâts monotypes qui avaient été lancés, je crois, pour le Vendée Globe de 2012. Depuis, les bateaux sont devenus beaucoup plus puissants. Est-ce qu'il y a, de la part des architectes, donc tu peux pas parler au nom de tes confrères, mais des inquiétudes un peu sur la tenue des mâts sur ce Vendée Globe dans des conditions où les marins vont quand même pousser assez fort sur leur bateau? Bah oui, oui, bien sûr, c'est un sport mécanique, donc le risque de casse, c'est un risque bien réel. Et d'ailleurs, dans le Vendée Globe, c'est très important vu qu'on peut pas s'arrêter pour avoir de l'assistance et réparer, etc. Donc le risque casse matérielle est énorme. Et évidemment, bah, le mât, c'est une des pièces maîtresses qui sont assez contraintes et ouais, c'est sûr que voilà, mais il n'y a pas que les archis qui s'inquiètent, hein. Il y a aussi beaucoup les skippers, il y a la classe, etc. Donc, tu vois, pour preuve, il y a déjà un nouveau moule de mât qui est en cours de design, etc. Et dans le prochain cycle, les mâts seront un petit peu plus costauds. Euh, voilà, là, tous les mâts des bateaux actuels ont été renforcés au niveau des ancrages des haubans étaient. Donc clairement, ce risque, il est connu de tous. Et voilà, bon, bah, sur le bateau, en fait, on a des jauges de contraintes dans le gréement qui permettent de savoir aussi où est-ce qu'on se place en termes de chargement dans le gréement pour plus ou moins lever le pied, plus ou moins mettre de règles de foil, mettre de ballast, etc. Donc, en gros, un petit peu euh, adapter la marge du bateau aux conditions. Après, il arrive toujours des casses un peu bébêtes, quoi. Un hook qui pète, une petite pièce qui aurait pas dû péter qui casse. Ça arrive, quoi, hein, ça fait partie du risque. Antoine, quand tu regardes les conditions dont parlait Antoine Loriot-Prévost, quand tu parlais quand tu entends des conditions dont parlait Antoine Coche, avec sans doute plutôt du nord-est sur le départ, des conditions plutôt assez maniables, ça veut dire que vous attendez, toi tu t'attends un départ au taquet de tous les marins, ça va, il va falloir être tout de suite, bon, de toute façon il faut l'être, mais ça va partir très vite. Ouais, je pense qu'Antoine a bien mis le doigt sur le fait que le Vendée Globe, c'était pas une transat, c'était pas un azimut et il partait pour 3 mois. Donc oui, je pense que ça peut partir vite, mais ça partira pas à fond comme on a pu voir sur les transats, je pense pas. Le naturel revient pas au galop, il n'y a pas ce risque chez certains marins. On Si, est si, Ah, moi, je suis pas sûr. Je pense que si ça part dans du nord-est, je vois mal les gars lever le pied, hein. ouais, non, ça va partir vite forcément, et puis il y en a un qui va partir, et puis les autres vont suivre forcément. Mais dans un coin de leur tête, je me dis qu'ils auront toujours la suite de la course dans un coin de leur tête, et forcément, il y a un moment, ils vont pas arrêter d'y penser, donc peut-être qu'ils vont quand même ménager leur monture.
Bah, si c'est du nord-est, faut se méfier toujours un peu au Cap Finistère parce que ça accélère fort au Cap Finistère et donc il peut y avoir quelques empannages assez délicats avec du nord-est au Cap Finistère et une mer très courte. Donc ça peut être potentiellement un premier point de vigilance. Un petit mot, on va continuer avec toi, Antoine, sur la façon dont vous allez vivre ce Vendée Globe. J'imagine que vous allez le vivre de très près, mais est-ce que, par exemple, vous allez suivre les bateaux en temps réel? Vous avez, j'imagine, beaucoup de data qui arrivent du bateau. Comment ça se passe, le suivi du côté des architectes? Bah non, non, on n'a pas de data qui arrive du bateau, hein. Les D'accord. data, ils sont stockés à bord, mais ils sont Ouais, pas d'accord. transmis à terre, hein. On n'a pas le droit d'avoir de monitoring en live du bateau comme D'accord, ça. ouais. Donc on a les mêmes infos que le grand public avec la cartographie. Mais alors je sais pas si vous savez quelle va être la fréquence de réactualisation de la cartographie, mais j'ai peur que ce soit assez élevé, j'ai peur que ce soit toutes les heures ou quelque chose comme ça. Ouais, Ah, ça, ouais. ça c'est un problème. Alors, on va pas pouvoir bosser pendant 3 mois, quoi. Toutes les 4 heures, non? Il y a 4 ans, c'était toutes les 4 heures, je crois. Ouais, mais le monde évolue vite, donc Ouais, c'est vrai. je crois que bah, sur les dernières transats, je crois que c'est toutes les heures, donc j'ai tendance à penser que ça va être le cas là. Ouais. Sam, toi, comme tu as déjà vécu le précédent Vendée Globe en suivant les évolutions de l'Occitane, comment tu l'avais vécu? Tu étais tout le temps sur la carto, est-ce que t'es échangé avec l'équipe d'Armel? Ouais, bah déjà, c'est sûr que on est tous des passionnés, donc même si on n'avait pas de bateau, on serait pendu à la carto, mais là, c'est sûr qu'on a nos petits bébés en mer, donc on y fait vachement gaffe, et puis c'est vrai que c'est passionnant, quoi. Et donc ouais, ouais, on va les suivre. Et puis les gars à bord sont vachement connectés pour la plupart, donc de temps en temps ils envoient un petit WhatsApp, pas que pour raconter des problèmes des problèmes techniques, mais juste parfois pour discuter, euh, voilà, s'échanger des petits mots sympas, quoi. Donc ça c'est chouette, ouais. On va continuer avec toi, Sam. On va terminer par un petit tour de table avec vous. J'imagine que vous réfléchissez tous déjà à la suite, hein. On a fait un article dans Tip and Chap de vendredi dernier pour raconter comment les équipes, mais également les architectes pensaient au prochain cycle. Sam, on va continuer avec toi. Toi, tu vas peut-être continuer à travailler, comme tu le disais, avec l'équipe de Louis Burton sur un futur bateau. Un futur bateau, un plan manoir IMOCA 2000, génération 2028, ça ressemblerait à quoi? Est-ce que ça pourrait être très différent de ce que tu as fait jusqu'ici ou ça serait toujours un peu la même philosophie? Ben écoute, bonne question. C'est sûr que là, on a acquis vachement d'expérience avec l'Occitane, puis après en faisant varier des choses sur les bateaux, en faisant varier des positions de quilles, des positions de ballast. On a appris aussi beaucoup de choses sur le bateau de Jérém. On a observé aussi, comme le disait Antoine Loriot-Prévost, toutes les vidéos de l'Ocean Race, c'était du pain béni pour nous, hein. C'est hyper intéressant. La grosse difficulté en archi naval, c'est d'essayer d'anticiper ce qui se passe en dynamique dans les vagues. Et bon, les modélisations sont assez sophistiquées, mais malgré tout, de voir les bateaux, comment ils évoluent dans l'élément véritable, c'est vraiment bien. Euh, on a aussi appris énormément de choses sur l'ergonomie, etc. Donc on a énormément d'idées en tête et des concepts vachement intéressants à développer. Tu nous as pas dit lesquels, Sam. Ah ah. Vous aurez le temps d'en discuter au bar du village du Vendée Globe. Antoine Coche, tu me diras sans doute pas si tu travailles déjà sur des plans, déjà des commandes en vue du Vendée Globe. C'est pas à toi de le dire. Mais est-ce qu'il y a besoin forcément d'attendre l'arrivée de ce Vendée Globe pour déjà faire un concept de bateau de génération 2028? Ben, euh,
Je pense qu'après la première nave sur Vulnérable en mars 2023, en mars dernier, en rentrant à terre, j'ai redessiné une carène. Donc je pense que chaque jour où tu observes quelque chose marquant dans le comportement du bateau, tu as tout de suite envie de traduire tes idées en concepts architecturaux. Donc en fait, je pense que aujourd'hui, c'est plus une époque où on s'arrête et puis on attend que les projets redémarrent derrière pour se mettre à la table à dessin. On est en permanence en train de noter des idées, d'esquisser des carènes. Elles sont pas forcément toutes finies, mais on veut esquisser un concept et puis on le garde dans un coin. Donc ouais, c'est un travail qui s'arrête pas entre les projets. On est plus ou moins en phase de recherche permanente. Et est-ce que tu estimes que vous avez aujourd'hui suffisamment de retours avec, toutes les transats que vous avez faites, depuis, 2 ans, sur les 2 bateaux que sur lesquels toi tu as travaillé pour concevoir d'ores et déjà un futur IMOCA ou est-ce que c'est quand même préférable d'attendre les enseignements au mois de mars, ou de février, de ce Vendée Globe? Bah, en fait, la question, elle se pose pas exactement comme ça. C'est-à-dire que des retours, on en a beaucoup parce que déjà avec Vulnérable et l'équipe de Paprec Archaea, on travaille avec deux super équipes bien structurées qui ont la capacité de générer pas mal de data qui sont passionnants à analyser. Et puis qu'en plus, chez TRR, bah moi, je naviguais avec Sam Goodchild sur l'autre bateau. Et du coup, l'an dernier, on a fait énormément d'entraînement à deux bateaux, donc on a eu une quantité de retours sur le comportement des bateaux. On a eu un apprentissage qui était assez rapide. Donc, on a énormément de données. Après, la manière dont se paramètrent les projets futurs, c'est toujours un compromis entre le temps de conception et le temps de mise au point sur l'eau. Et on voit qu'aujourd'hui, les apprentissages sur l'eau sont au moins aussi importants que les progrès qu'on fait en architecture navale. Pour donner un ordre d'idée, l'écart entre le vulnérable Sam Goodchild et le vulnérable Thomas Ruyant, disons qu'au portant, VMG descend dans une vingtaine de nœuds de vent, le nouveau bateau va à peu près un nœud 2 plus vite. Euh, mais si tu mets un Thomas Ruyant ou un Morgan Lagravière à la barre, l'écart est multiplié par 2. Et donc il y a pas mal de choses comme ça qui montrent que c'est vraiment la manière dont on utilise les bateaux qui est la plus grande source de progrès en termes de performance. Donc voilà, oui, il faut du temps en conception, mais passer beaucoup de temps sur l'eau, c'est bien aussi. Du coup, faut commencer les projets pas trop tard. Antoine Loriot-Prévost, on va finir avec toi. J'imagine que vous, pareil chez VPLP Design, vous avez commencé à plancher sur ce que serait un IMOCA de génération 2025-2028. Est-ce que, au regard de ce que tu nous disais tout à l'heure sur le cahier des charges assez très précis de Boris Herman en tout cas pour Malizia Sea Explorer, est-ce que vous pourriez faire un bateau très différent de ce que vous avez fait pour cette campagne? Si demain on vous commandait un bateau? Hem, je je pense pas qu'il serait, fondamentalement différent, parce que, on a l'impression d'avoir quand même rempli le cahier des charges. Est-ce qu'on mettrait le curseur exactement au même endroit? C'est pas sûr. En tout cas, on chercherait à atteindre à peu près les mêmes objectifs. Après, est-ce qu'on essaierait de les atteindre avec les mêmes artifices? C'est pas dit, parce qu'il y a plein d'autres, moyens d'atteindre ce genre d'attitude et on a vu, typiquement, l'innovation qu'ont apporté Sam et l'équipe de Bayou, notamment au niveau des safrans, bah, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et qui peut pallier à une carène complètement différente de ce qu'a Malaysia aujourd'hui. Donc, on pourrait, avec tout le temps de conception et d'études dont parlait Antoine, faire des choses bien différentes, même si on voulait atteindre le même objectif. Donc, donc aujourd'hui, on a plein de choses sur la table. Ouais. Un petit mot juste ça, mais d'ailleurs il nous faudrait encore 2 heures pour rentrer dans les détails des bateaux. Oui, d'après ce que vient de dire Antoine sur les safrans, c'était une des originalités de Charal 2. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de ces safrans particuliers? Alors, l'idée, c'est que les deux safrans, en gros, en écartant ou en rentrant les fuites, globalement, ils peuvent pousser ou tirer un petit peu. Donc, c'est bien moins efficace que des safrans hantés qui, malheureusement, n'ont pas été autorisés.
par la classe IMOCA et qui aurait permis vraiment de passer un gap en vitesse, de faire des bateaux, je pense, beaucoup plus intéressants pour la suite. Bon, malheureusement, ça n'a pas été fait, donc c'est une sorte de configuration qui pallie un petit peu, mais qui fonctionne pas dans toutes les conditions non plus. Donc c'est euh, c'est un petit plus dans certaines conditions, mais un petit moins dans d'autres. Donc c'est l'éternel compromis. En architecture navale, il y a rarement une solution parfaite dans tous les domaines. Voilà. Eh bien, messieurs, merci. On vous souhaite de la réussite avec vos bateaux respectifs sur ce 10e Vendée Globe. Une 10e édition pendant laquelle Pause Report va changer de format puisque le podcast sera proposé à partir de la semaine prochaine en direct et en public à la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient, présenté par Pierre-Yves Lautroux qui va prendre le relais et mise en ligne le lendemain matin sur le site de Tip & Shaft et sur toutes les plateformes. 11 novembre oblige, le premier rendez-vous est fixé au mardi 12 novembre à 18h30 et à partir de la semaine suivante, tous les lundis soirs à la même heure. J'espère bien, messieurs, qu'on vous y retrouvera pour un épisode avec Pierre-Yves. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et à mardi prochain donc pour le premier Pause Report en direct et en public à la Cité de la Voile Éric Tabarly. Bonne journée. Salut, merci. Salut, bye bye. Salut à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!